Ça marche pas. Si, c'est bon. Ok, donc bonsoir à tous d'être venus. Donc du coup, ce soir, on va faire une petite rencontre avec ces personnes ici, donc avec Mathieu, avec Nicolas et Nathalie. Et donc du coup, on va parler un petit peu en fait comment tout ce qu'il y a autour du jeu, mais pas du côté joueur, mais des autres côtés. Et donc on va commencer tout simplement par vous, qui allez nous présenter vos activités, qui sont très différentes. Ok. Mathieu. Bonsoir. Rapidement. Donc moi je suis chargé de communication chez un éditeur de jeux de société qui s'appelle Yellow. Et voilà, en gros. Faut que je rentre plus dans le détail ou... Oh, peut-être pas pour l'instant. Ouais. Donc moi je suis Nicolas, je suis ludothécaire au bar à jeux du Ludopole. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est C'est le bar à jeux qui est à la Confluence, dans le centre commercial. Voilà. Nathalie. Nathalie, je suis régisseuse de la triche. La quoi? Moi, je m'en fous, je triche. Ça a l'air bien. Ouais, c'est un nom super bien. Alors on va commencer par Nathalie. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus ce que tu fais en tant que régisseuse? Eh bien, c'est compliqué. Je ne fais pas d'animation. Je fais pas de permanence, même si j'en ai fait en tant que bénévole, mais j'ai arrêté depuis quelques années. Je m'occupe de la logistique, du lieu, c'est-à-dire approvisionnement en boissons, en tout ce qui est consommable. La préparation des animations avec l'aide des bénévoles qui veulent bien s'y coller. La programmation de tout un tas de trucs que la triche peut organiser ou à laquelle elle peut participer. Du côté administratif, pas de la compta puisque ça c'est quelque chose qui est délégué à une vraie comptable. Voilà en gros, et puis du triche. Le ménage. Donc moi je vais autant parler de ce que je fais et de ce que je vais faire par la suite vu que ça fait pas très longtemps, voilà, on est un peu en transition. Okay. Donc déjà tout ce qui est animation, c'est-à-dire accueil du public, explication de règles, gestion du stock de jeux, quels jeux on a et quels jeux on n'a pas, lesquels on sort, lesquels on met en avant, etc. Les boissons aussi. Ouais, on gère la partie bar, donc boissons, services, etc. Tout ce qui est organisation d'événements. Donc c'est pas moi qui gère tout, mais entre autres, donc les événements de A à Z, avoir l'idée, la mise en place, contacter les gens, etc. Enfin bon, toi tu sais, tu vois de quoi je parle. Et puis donc moi c'est je me limite à ça, et après on fait aussi de la restauration. Je m'en occupe pas du tout, mais voilà, c'est une personne qui gère. Ok. Donc Mathieu, attaché de communication pour un éditeur. Ouais, chargé de communication, donc c'est très large. Nous déjà on n'est pas du tout dans la même optique qu'un bar à jeux parce qu'on n'a pas un local. Nous notre métier c'est de faire des jeux. C'est même pas, j'ai envie de dire, de vendre des jeux. On n'est pas une boutique, on est en relation avec les boutiques, mais c'est d'éditer les jeux et ensuite de les distribuer aux boutiques. Donc moi, dans l'histoire, je m'occupe de la communication à la fois envers les joueurs, donc j'anime les réseaux sociaux, j'organise des événements, je réponds un peu aux questions que les gens peuvent nous poser. Je m'occupe aussi de la communication vers les boutiques, donc les informer des nouvelles sorties, les informer des opérations qu'on peut mettre en place avec elles. Voilà, en gros, je m'occupe aussi de la communication avec la presse, donc rédiger des communiqués de presse, répondre aux sollicitations des différents journalistes ou blogueurs. Donc ça c'est pour l'aspect communication, et ensuite je participe à la vie du distributeur en gros c'est une petite structure, on est une dizaine, donc on est tous un peu associés aux différentes décisions. Je suis obligé de tester des jeux des fois
pour savoir si vous allez faire ou pas. Voilà. C'est pas le gros de mon travail, mais... Et du coup, je rebondis sur le côté test de jeu. Quel type de jeu? Est-ce que c'est une catégorie, un public ciblé, ou est-ce que c'est global, tout type de jeu? Alors, la particularité de Yellow, c'est d'être à la fois éditeur et distributeur. C'est le cas de quelques distributeurs en France. On peut citer Asmodée, Gigamic, Edge notamment, qui sont à la fois distributeurs et éditeurs. On a commencé en tant que distributeur et on s'est mis à éditer des jeux assez récemment en fait. Donc dans notre catalogue, il va y avoir des jeux qu'on distribue, donc des jeux Funforge par exemple, Tokaido, il n'y a pas le logo Yellow dessus, mais c'est nous qui le distribuons. D'accord. Il va y avoir des jeux qu'on traduit, qu'on adapte pour la France. Je prends par exemple Dungeon Lords. Dungeon Lords, c'est Czech Games Edition qui le fait en anglais. Nous, on l'adapte à la France. Et ensuite, il y a les jeux que nous, on développe, comme King of Tokyo par exemple. Donc, dans les jeux que Yellow développe vraiment, le but c'est d'avoir des jeux qui s'adressent qui s'adressent à des casual gamers, à des gens qui jouent de temps en temps. qui ont envie de jouer, mais des jeux simples, des jeux jolis, des jeux qui vont être faciles à aborder. Et qu'on peut présenter facile à jouer, facilement à voilà. des non-joueurs ou des peu joueurs. Donc je parlais de King of Tokyo. King of Tokyo est complètement dans ce que nous on recherche aujourd'hui. On va pouvoir avoir des choses un peu plus geek, mais le gros de nos jeux ça va être King of Tokyo ou un peu plus simple. Par contre, forcément dans les jeux qu'on va traduire, il va y avoir du lourd. On a sorti Dungeon Lords, voilà, on a sorti Asgard il n'y a pas longtemps, c'est 2h30, 3h. Voilà, et il va y avoir des jeux encore plus simples, il y a vraiment de tout. D'accord. Et toi Nico, donc je pense que c'est un peu peut-être le même public avec Nathalie aussi. Je pense qu'on n'a pas complètement le même public. Alors vas-y. Moi je connais un petit peu la triche, mais je laisserai Nathalie présenter. Au Ludopole, en fait, donc, comme je disais, on est à l'intérieur d'un centre commercial, ce qui fait qu'on a un public qui est très très varié. Et notamment, on a beaucoup de gens qui ne sont pas joueurs du tout, ou très très peu. Pour eux, le jeu de société, c'est le Uno, le Monopoly, les échecs, et voilà, et le Scrabble, voilà, pour les intellectuels. Donc déjà, voilà, il y a une étape, là, les gens ils arrivent, ils s'arrêtent, ils sont comme ça, ils bougent plus. Je pense que c'est la même chose quand les gens arrivent dans la triche. Le choc est un peu moins qu'on a moins de jeux, mais du coup, on a toute une partie tout un public qui n'est pas joueur, donc il faut pas leur faire peur. Déjà, non mais c'est con à dire, mais il faut leur montrer voilà que le jeu ça s'adresse à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de party games, de jeux qui s'expliquent rapidement, du jeu à deux parce qu'il y a beaucoup de couples voilà qui arrivent. Donc c'est beaucoup de jeux à deux, des jeux qui sont relativement simples. Et on a quand même, l'idée c'est d'avoir une gradation parce qu'on n'a pas que des gens qui sont complètement novices, donc on a aussi des joueurs plutôt casual qui viennent nous voir. Et on a un petit peu, mais pas trop, de gros jeux qui tâchent, quoi. Ok. Voilà. Le public qui vient à la triche? Oui, voilà. Le public qui est touché par la triche. On a aussi des novices. Ouais. Mais c'est vrai que depuis que la triche existe, je pense que la proportion s'est un petit peu inversée. On a aussi pas mal de gens qui savent déjà ce que c'est qu'un jeu. Après, la population, c'est des jeunes adultes, 20-35 pour les catégoriser, un petit peu des familles le week-end, sans doute moins qu'au Ludopole quand même. C'est aussi, c'est qu'on a un public familial important, donc ou bien c'est des gens qui, pareil, qui sont novices ou qui connaissent un petit peu, mais bon, ils n'ont pas le temps de pratiquer parce qu'ils ont enfants. Mais on a aussi des parents, souvent des papas, qui avant étaient des gros joueurs, et puis depuis qu'ils sont papas, c'est un peu plus dur. Donc du coup, on voit les papas, ils sont là, ils ont les yeux qui brillent, ils voient des jeux, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont leurs gamins, donc du coup, ils sont... Donc on essaie de trouver des formules pour ces publics-là, pour que les enfants puissent jouer, les parents aussi. Mais
Ouais, c'est particulier aussi, public-famille, on sort pas les mêmes jeux, quoi. Ok, donc là en parlant du jeu, on voit qu'il y a vos structures sont un peu différentes, enfin sont très différentes. Et globalement, vous avez parlé du coup qu'il y a des publics qui sont un peu choqués enfin pas choqués mais étonnés, surpris. Et donc selon vous, qu'est-ce que ça a été l'évolution du jeu dans les 10 dernières années? La question qui tue. Moi, je pense que je pense que le jeu de société se développe de plus en plus parce que de plus en plus on arrive sur des générations qui sont des générations de joueurs, contrairement à leurs parents. C'est des gens qui ont toujours joué. C'est des gens qui, au moment où il y a peut-être 30 ans, un adolescent arrêtait de jouer parce qu'il ne se retrouvait plus dans les jeux auxquels il jouait quand il était enfant. Là, il peut se tourner vers les jeux vidéo, dans lesquels il va trouver un amusement qui lui correspond. Et du coup, il ne va pas complexer sur le fait de jouer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui jouent. Donc il y a un vrai engouement pour les jeux, il y a de plus en plus de créativité aussi au niveau des jeux. On le voit dans le nombre de sorties voilà, qui est toujours qui grandit depuis 10 ans effectivement. Et je pense que forcément quand il y a un secteur comme ça qui est en plein développement, en plein boom, avec plein de gens qui s'y intéressent, on trouve de plus en plus de diversité dans la production. Et ce qu'on a vu il y a 10 ans, aujourd'hui c'est multiplié par 10 parce qu'il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux concepts qui ensuite sont déclinés encore. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois l'évolution des jeux en eux-mêmes et l'évolution des joueurs qui forcément sont très liés. Et que même si j'ai du mal à imaginer comment les jeux vont évoluer parce que je ne peux pas anticiper les nouveaux concepts. Je pense qu'il y a une marge encore énorme en termes de joueurs et qu'aujourd'hui, comme le disait Nicolas, quand on parle avec des gens, la majorité des gens pensent encore à des vieux classiques un peu soporifiques dans l'image qu'ils en ont et que voilà, il y a encore une marge d'acceptation, voilà, il y a de nouveaux jeux, c'est ça, et que on voit de plus en plus d'articles de presse ou de reportages sur les jeux, on voit de plus en plus de lieux comme La Triche par exemple qui s'ouvrent et que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais le chemin parcouru déjà depuis 10 ans est énorme, quoi. Nathalie, toi qui a un peu suivi aussi ça de près depuis des Alors, années. pour compléter un petit peu ce que dit Mathieu, moi je pense que la durée de partie a diminué depuis 10 ans, enfin peut-être en prenant depuis un petit peu plus loin, mais c'est peut-être plus ça. Une approche facilitée pour le joueur, c'est de faire des parties qui durent plus 6 heures ou 15 heures, comme on Finalement, avait une l'habitude de marche faire. avant le jeu qui est plus réduite. Pour rentrer dans le jeu, une marche plus réduite, puisque moins de temps à passer. Voilà, et puis plein de petits jeux où tu apprends les règles en 30 y jouant, secondes, quasiment. et puis effectivement, pouvoir faire des gros jeux de gestion, mais qui durent qu'une heure et demie, 2 heures. C'est-à-dire Alors qu'avant, il fallait y passer. en même temps que le public s'élargit, la production s'adapte aussi au public qui est de plus en plus large, donc il va être moins composé que de passionnés qui sont prêts à passer 2 heures à comprendre la règle et 6 heures à jouer derrière. Donc effectivement on va avoir de plus en plus de jeux qui sont plus accessibles et qui correspondent à un maximum de joueurs. Ok, donc voilà à peu près pour le panorama. Pour nuancer un peu, Ouais. tout à l'heure c'était un petit peu caricatural, même si on se rend compte quand même la situation souvent de ah bon, jeu de société, quand je demande aux gens mais vous, à quoi est-ce que vous jouez ah bah au Monopoly, voilà, enfin bon, voilà, un peu caricatural. Mais il y a quand même plein de gens qui connaissent, on va dire, les classiques un peu plus récents que sont le Jungle Speed, le Catan, les Aventuriers d'Irail, Loup-Garou. Voilà, il y a quand même, je dirais, une petite dizaine de jeux. Génération Voilà. de classiques. Ouais. Voilà, il y a quand même ces jeux-là, donc du coup, c'est bien de les avoir, encore une fois, pour pas faire peur. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui est intéressant, et c'est à ça aussi qu'on mesure la vulgarisation un petit peu des jeux. C'est pas autant au nombre de passionnés qui vont exister, c'est plus justement au nombre de gens qui sont pas passionnés par les jeux,
mais qui connaissent des jeux récents. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont avoir une ludothèque de 100 jeux chez eux, mais de la même façon qu'ils ont quelques DVD parce qu'ils aiment bien regarder des films, et ben ils vont avoir quelques jeux. parce que c'est sympa, voilà. d'abord. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez récent quand même, c'est ces 5 dernières années, j'ai envie de dire. Et voilà, je pense que ça va encore se développer. Mais... Et parfois, on a des des surprises. On va arriver des petits minots, des petits collégiens ou lycéens. Ils te sortent, ouais, vous avez diplomatie. Quoi, pardon? Ok, donc voilà à peu près pour le panorama. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à faire ça. Est-ce que vous avez eu l'idée dès le départ ou est-ce que vous C'était la avez beaucoup révélation. tâtonné avant de trouver ça et donc voilà. Nicolas? On commence par Nathalie. Ouais, vous êtes- Non, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Celle dont la vocation s'est révélée le plus tôt, on va dire. Voilà. Ah ouais, je suis géologue en fait. Ouais, je sais. Donc le lien avec les deux sociétés. Donc quelqu'un m'a dit maintenant je suis géologue. Ouais. C'est bien. C'est voilà, une dérive. En fait, moi j'ai suivi la création de la triche depuis le début du projet et pour avoir été à un moment assez active en tant que bénévole et présidente, il y a eu un moment où la triche a pu m'embaucher pour continuer à faire ce travail-là. Donc c'était il y a 5-6 ans. Voilà, ça a commencé là mon métier et puis il a évolué aussi. Il y a des choses que je fais plus, il y a des choses que je fais en plus parce qu'il y a des bénévoles qui prennent une partie de mon travail et c'est très bien qu'il y ait des gens qui s'approprient et qui fassent évoluer le projet. Ok. Voilà. Fait dans l'ordre. Moi, déjà, je suis arrivé là où j'en suis en partie grâce à mon métier de base. Je suis chargé de communication, j'ai D'accord. le diplôme qui va bien, l'expérience qui va bien, voilà. Et ensuite, c'est par passion pour les jeux. J'ai rejoint la triche en 2007. J'étais au CA, j'étais président, je me suis investi dans l'association. Et c'est vrai que la conjonction entre mon profil professionnel et mon parcours bénévole lié à ma passion m'a forcément ouvert des portes sur des postes de communication dans le milieu du jeu. Donc j'ai travaillé un petit peu au sein du Ludopôle avant de rejoindre Yellow. Et donc moi c'est plus la conjonction entre un profil professionnel qui va bien et un milieu dans lequel j'ai pu évoluer un petit peu à titre bénévole. Nico? Moi, c'est plus récent. Voilà, j'ai toujours été plus ou moins joueur. Pas forcément gros joueur, mais voilà, toujours aimé jouer. Et puis, il y a quelques temps, j'ai voulu changer de branche. Avant, j'étais aussi un peu comme Nat. J'étais ingénieur agro, donc c'est pas non plus, on va dire, Moi, je vois des liens, mais on n'a pas le temps là on n'a pas le temps de faire le. Si ça intéresse, on pourra en discuter. Ouais. Et donc, je ne savais même pas que le métier de ludothécaire existait. En fait, il n'existe pas. Hein. Mais il y a un diplôme qui existe, mais le métier n'est pas reconnu. Enfin, voilà, c'est des trucs à la française. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une formation à Lyon. Ça tombe bien, j'habite Lyon. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, j'ai eu la chance qu'au moment où j'ai commencé ma formation, il y avait un boulot qui était dans la ludothèque juste à côté. Donc, de fil en aiguille, à la fin de la formation, j'ai fini au bar à jeu. J'ai fini au bar. Et Voilà. Et voilà. Donc maintenant, c'est mon boulot. Plus que juste une passion, un passe-temps. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce que ça a changé votre rapport au Notre jeu? vie? Ah, oui. Non, votre vie, ça j'en suis certain, mais votre rapport au jeu d'être passé professionnel du jeu. Est-ce que, par exemple, quand vous voyez un nouveau jeu, par exemple, Mathieu, est-ce qu'en voyant un nouveau jeu, tu te dis ah ouais, lui, je comprends qu'il marche bien parce que il est classe au niveau image J'ai pas forcément la même approche première d'un jeu, effectivement, parce que je vois des jeux toute la journée et que en plus mon métier c'est de parler des jeux toute la journée, donc
je dois aussi être capable d'analyser les points forts, les points faibles, pour pas insister dessus non plus, mais voilà, c'est les points forts. Et du coup, ça a peut-être changé effectivement mon approche première du jeu, par contre ça change pas le plaisir de jouer et une fois que le jeu est lancé, voilà, donc il y a un regard qui est un peu différent sur l'objet du jeu. Après, une fois que tu commences à voilà, jouer, sur tu oublies ton l'activité côté, ludique, non, pas vraiment. Un peu comme Mathieu, je pense, j'ai toujours autant de plaisir à jouer. Je pense que le jour où j'ai plus envie de jouer, d'une manière générale, parce qu'on n'a pas envie de jouer tous les jours, tout le temps, à n'importe quel moment non plus. Mais je pense que le jour où j'ai plus de plaisir à jouer, je me poserai de très sérieuses questions sur l'intérêt de continuer à bosser là-dedans. Mais voilà, c'est que quand on te présente un nouveau jeu, tout de suite, tu penses, ah ok, c'est quoi les mécaniques, avec qui je vais pouvoir le sortir, est-ce qui serait intéressant dans ma ludo, dans mon stock, voilà, est-ce qu'il ferait doublon avec un autre, c'est quoi sa valeur ajoutée par rapport à un autre jeu déjà existant. Voilà, donc il y a forcément ce... Donc là, si je te présente un jeu, tu vas avoir ce genre de questions en tête. Ouais, alors ça va, Ok. mais ça c'est en parallèle de mon plaisir personnel aussi, c'est quand on me présentait un nouveau jeu, il y avait déjà une démarche aussi de dire ok, est-ce que ce jeu va me plaire, voilà, est-ce que ce jeu va être bien, est-ce qu'il va me plaire, avec quel pote je vais pouvoir y jouer, voilà. Donc là j'ai juste un peu élargi parce que avant j'avais pas non plus les clés Donc en fait, maintenant, les pour potes, c'est analyser, devenu les autres gens. Voilà. Il a élargi son sac de potes. Et puis aussi j'ai élargi mes critères, enfin ma capacité à juger un Ouais. jeu. Bien sûr. Voilà, c'est qu'à force de pratiquer, on a plus de clés, mais c'est normal. Hein, un cinéphile et un mec qui bosse dans le cinéma, ils vont pas non plus forcément avoir, comme tu disais tout à l'heure, le gars qui a quelques DVD, il va apprécier quelques films, et puis le jour où c'est son boulot, il va avoir d'autres critères parce qu'il aura appris Ouais, il aura d'autres appris à sensibilités, rechercher, finalement. voilà. Ouais. Et puis il aura aussi l'envie de chercher à avoir plus de détails, de précision sur... Je pense aussi à c'est cette nécessité dans le travail d'aller derrière le jeu lui-même. C'est-à-dire que le jeu, un joueur normal, ce qu'il attend d'un jeu, c'est Passer un bon moment. c'est d'y jouer. Voilà. Derrière nous, dans notre métier, on est obligé d'analyser un petit peu ça, même si je suis sûr qu'il y a des joueurs à qui ça fait très plaisir d'analyser aussi derrière, mais d'analyser en termes de matériel, de mécanisme, de production, de potentiel, des choses qui dépassent le but premier du jeu, quoi. Nathalie, Est-ce que ça a modifié T'aimes pas jouer, toi? Non, donc Il y a qu'à voir ses enfants, ils jouent pas. non, pas tellement en fait. Je pense que de toute T'as pas façon. tellement changé, toi. Ben, C'est vrai que t'es moins en contact direct aussi avec. non, c'est pas la question, Pas mais pour je ça. pense que, j'aurais du mal à faire la part des choses entre être où le fait que mon travail ce soit le jeu et avoir une grande expérience du jeu depuis longtemps. Tu vois pas la part de Ouais. ce qui a changé. Voilà, part de- j'ai partie plus le de- même rapport au jeu Qu'il y a 10 ans, par qu'il y a exemple. 10 ans, mais parce que moi j'ai évolué aussi. Je sais quel jeu j'aime, quel type de jeu je vais pas aimer, et je peux aussi faire la part des choses entre ça, c'est un bon jeu, mais j'aime pas y jouer parce que c'est un mécanisme que j'aime pas. Mais tu sais que ça plaira à un type Ouais. de Les jeux joueur. d'enchères, les jeux de train. Mais bon, voilà. Par contre, je pense que le jour où j'aimerais plus jouer, je travaille ici. Ok. Pas de Toutes la ces géologie. boîtes qui m'entourent tous les jours. Donc je vais poser une question pour vous deux, puis après j'aurai une question pour toi, Spécial. Mathieu. Ça vit de quoi un barrageur en fait? Ça vit de quoi? Ouais. De jeux et de joueurs. Des jeux et de joueurs? Ouais. Bon, et puis un peu de trucs à boire aussi. Mais ouais, Ça se nourrit de rire, de rencontres. Tu veux dire financièrement? Un petit peu, le barrageux, ouais. comment on fait pour que ça continue à vivre Comment ça peut d'année être sur pérenne année, encore voilà. au bout de 10 ans? Voilà, ça plus pour la triche, puis pour le Paul, comment est-ce que vous développez l'activité pour être toujours présent, et justement, comme on a parlé, il y a plusieurs structures qui arrivent, etc. Donc quelle valeur ajoutée finalement par rapport à une soirée entre amis, du coup, comment ça peut vivre un barrageux par rapport à une soirée entre amis? Pour faire plus simple, peut-être.
Alors moi je dirais c'est que quand on fait une soirée jeu, il y a les joueurs et il y a les jeux. Voilà. Donc l'intérêt d'un bar, c'est d'avoir beaucoup de jeux à disposition et d'avoir éventuellement aussi des joueurs à disposition. C'est-à-dire qu'on peut venir avec un pote ou deux ou même tout seul et dire voilà, moi je voudrais faire une partie de ça, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent Voilà, donc on peut trouver des joueurs. Et l'intérêt c'est autant dans la partie qu'en dehors de la partie. Avant le choix du jeu, je pense que tout le monde ici est déjà passé par, on passe presque plus de temps à choisir le jeu qu'à jouer effectivement. Non mais moi tu sais j'aime pas les gros jeux de gestion, ça me saoule. Ouais mais toi encore tes party games ils font chier. Voilà. Donc il y a autant de discussions. Et après la partie, en gros c'est on refait le match quoi. Donc les discussions autour de la partie qui vient de se dérouler, de dire ah mais toi t'as eu de la chance de piocher cette carte là parce que sinon j'aurais gagné, ah ouais mais non parce que j'avais ça aussi, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Bien sûr on peut les avoir à la maison et je pense que quand on joue à la maison on les a aussi, mais c'est le mélange, voilà, il y a des gens qui passent, qui regardent la partie et qui du coup vont aussi se mêler à la discussion, voilà, les interactions sociales. C'est comme entre boire un coup à la maison et boire un coup dans un bar au final. On ne fait pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça. Le public qui vient dans un bar à jeu peut être accompagné vers un jeu, avoir ce travail difficile de l'approche du jeu, fait par le bénévole ou par l'animateur du bar, quoi. Qui va faciliter du coup Qui va proposer un jeu, qui va expliquer les règles, et du coup les joueurs peuvent tout de suite se mettre à table et boire un coup. Voilà. Au lieu de se taper des règles pendant une demi-heure, en 10 minutes c'est fait. Okay. On revient un petit peu sur l'idée de marche moins haute à franchir. Mais on le ressent vachement ça, les gens quand ils viennent, justement on leur explique ce qui se passe, ils disent ah c'est cool, on n'a pas à lire les règles, c'est chiant de lire les règles. Voilà, moi je trouve pas ça chiant, j'adore ça. Mais il y a des gens, il paraît. Non mais voilà, et donc c'est vrai effectivement c'est vraiment une parce qu'il n'y en a pas ajoutée. beaucoup des comme toi. Qui aiment bien se taper des règles, il y en a, je pense que là dans la pièce il doit y en avoir quelques-uns quand même. Levez la main. Il y en a Voilà. Ouais. Vous aimez vraiment ça? Ah Vous ouais. préférez lire une règle de jeu qu'un bouquin par exemple? C'est pas pareil. Je pense qu'ils sont... Que tu préfères lire une BD ou un roman? Mathieu? Je pense qu'ils sont aussi modestes parce que ta question c'est de quoi vit un bar à jeu, et avant tout c'est de travail, quoi, de passion et d'engagement, de l'énergie, des bénévoles et des salariés, enfin, du pool, quoi, les gens qui organisent tout ça et qui font qui le rendent possible, quoi. Avant tout c'est ça. Mais aussi comme disait Nat, c'est sa vie de rire et de plaisir, quoi. C'est nous si on a envie de faire ce métier aussi parce que quand tu t'expliques un jeu, tu vas faire un autre truc, etc. Et puis après, pendant toute la durée de la partie ou des parties, tu vois les gens qui rigolent, qui s'éclatent, voilà, que ta table elle est vivante, ton lieu est vivant, ça fait super plaisir. C'est extrêmement valorisant. Qu'est-ce que je disais l'autre fois? Ouais, on est des vendeurs de bonheur. Donc. Non mais c'est extrêmement gratifiant. C'est un banquier, c'est bien payé parce qu'il travaille avec de l'argent, donc tout de suite quand il travaille bien, il gagne plein d'argent, enfin il fait gagner plein d'argent à sa banque, donc lui la banque peut le payer beaucoup. Nous c'est pareil, mais pas avec de l'argent parce qu'on ne fait pas gagner beaucoup d'argent, mais avec du plaisir. Voilà, les gens ont beaucoup de plaisir, donc du coup gratification directe, on est tout de suite content, quoi. Dans le cas de la triche, c'est flagrant parce que depuis 10 ans, je sais pas, peut-être Mathieu, tu sais mieux que moi combien de bénévoles sont passés jusqu'à il y a 1 an ou 2. Mais je sais pas, si on fait le total, je pense qu'on doit pas loin de 200, je dirais. Voilà, 200 personnes différentes qui ont donné des centaines d'heures pour que le lieu vive. Et s'ils donnent ce temps-là, c'est parce qu'ils trouvent aussi un intérêt. Parce que l'ambiance est agréable, parce que cette transmission du plaisir de jouer est agréable. Et, voilà, c'est comme ça que ça dit, quoi. La volonté de partager. Ouais. Et donc Mathieu, j'ai une autre question pour toi, c'est finalement comment ça marche de faire éditer un jeu. Imaginez quelqu'un veut éditer un jeu, il y a quoi en gros les grandes étapes? On va pas rentrer dans le détail précis. Non mais en gros il faut vraiment rapprocher ça, on dit éditeur de jeu, il faut rapprocher ça d'un éditeur de littérature pour bien comprendre. C'est-à-dire que chez une maison d'édition,
les écrivains ne sont pas salariés. Par contre, la maison d'édition est là pour sélectionner les manuscrits, pour choisir la couverture, s'occuper de la vente, de la publicité, etc. L'éditeur de jeux de société, ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de propositions de jeux toutes les semaines. Mon collègue Gabriel, il doit en recevoir, je sais pas, une ou deux par jour. En tout cas, plusieurs par semaine. Combien de nouveaux Monopoly et combien de nouveaux Uno? Alors de moins en moins, mais forcément il faut savoir faire le tri entre des gens qui... mais c'est comme, Et justement, comment vous faites ce tri Alors on se base sur les règles, Ouais. c'est-à-dire qu'à la lecture des règles, c'est aussi le métier de l'éditeur, à la lecture de la règle, d'arriver à se faire une idée sur le côté innovant, le côté original et l'intérêt du jeu. Voilà. C'est donc soit des règles, soit des prototypes. Quand on reçoit une règle qui nous intéresse, on contacte l'auteur et on demande à avoir un prototype pour pouvoir un peu faire tourner le jeu, voir un peu le potentiel. Il peut y avoir aussi des bons jeux qui ne correspondent pas à notre politique éditoriale, donc qu'on ne va pas retenir. Ça arrive aussi. Une fois qu'on jette notre dévolu sur un jeu qui nous plaît, il y a forcément une signature de contrat avec l'auteur pour clarifier un petit peu les choses, pour que ça se passe bien. Commence un travail de développement du jeu qui va être plus ou moins long suivant la complexité du jeu et la quantité de matériel, etc. Ça peut durer, on va dire, entre 6 mois et 2 ans, pendant lequel on va à la fois, surtout pour les jeux de stratégie, on va dire, accompagner l'auteur pour les dernières phases de test et de réglage, que le jeu ne soit pas trop dur, pas trop simple, corresponde à la cible à laquelle on pense qu'il correspond, que les règles fonctionnent bien en fait. C'est assez fréquent dans cette période-là qu'on supprime quelques règles. Souvent on sait plus dans ce sens-là, le sens d'épurer un petit peu un jeu dans lequel il y aurait des reliquats de règles de toutes les versions différentes qui ont existé. Les prototypes d'avant. Voilà, on peut... ça se fait en coopération avec l'auteur ou les auteurs. Et en parallèle, il y a tout un travail sur le visuel, sur l'aspect visuel et sur l'aspect matériel. Clairement au niveau des illustrations, on fait une sélection d'illustrateurs par rapport à leur playbook, à leur portfolio, à ce qu'ils ont fait. On essaie de trouver celui qui correspond le mieux à l'esprit qu'on veut donner au jeu, qui dépend aussi de la cible à laquelle on veut adresser le jeu, on pense que le jeu s'adresse. Et puis une fois qu'on a sélectionné un illustrateur, on va lui faire un brief, on va lui commander les différentes illustrations. Et en parallèle, on va aussi travailler sur le matériel, sur après l'aspect production, décider un petit peu les matières, la quantité de matériel. Et donc ça se fait en fonction de ce dont on a besoin pour jouer, du plaisir qu'on va avoir à manipuler le matériel, et puis des coûts de fabrication qui doivent nous permettre de vendre le jeu au prix auquel on pense devoir le vendre. Voilà, et une fois que... Donc ça c'est la partie la plus longue, et puis ensuite il faut qu'on cale la production du jeu, le transport du jeu, et une fois qu'on reçoit les jeux, même un peu avant, la distribution auprès des boutiques, et puis la promotion avec communiqué de presse, avec un petit peu faire tourner le jeu. Et pour votre part, la sélection des jeux, elle se fait sur le même genre de critères ou vous lisez des sites spécialisés? Non, jamais. Ça existe. À la boîte, on achète les jeux à la boîte. Ouais. Oh, il a l'air trop jeune. Pour notre part, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on on se force, c'est pas trop dur, mais avoir un éventail de jeux maximum. Là où on se force, c'est pas avoir trop de gros jeux. Comme on disait, c'est un jeu qu'on n'aime pas, mais on va se dire, d'avoir le recul professionnel, de dire il est très bien pour tel public.
ou dans telle situation, voilà, pour lancer, parce qu'il s'explique en 10 secondes. Les gens, ils vont jouer pendant 5 minutes, ça va les mettre en, voilà, en bonne... C'est un petit apéro, quoi. Ça commence, et puis après, ils pourront attaquer un truc un peu plus sérieux, ou pas d'ailleurs, ils pourront continuer dans du jeu simple, il n'y a pas de règles. Mais voilà, il faut avoir un peu de tout, pour tous les publics, pour toutes les envies, parce que un soir, on a envie de se faire un gros jeu, on va réfléchir, et puis le lendemain soir, on a une sale journée, du coup, on a envie d'un truc léger et pas prise de tête. Donc voilà, je pense que le truc, c'est d'avoir de tout. Oui, aussi, oui. On essaie d'équilibrer entre les extrêmes, les party games, et puis les gros jeux, et puis tout ce qu'il y a au milieu. Comment on les choisit? Il y a un groupe jeu à la triche qui s'occupe particulièrement de choisir ce qui va être acheté. Il y a aussi, bon, quand on tourne sur les festivals et puis au gré des rencontres avec les auteurs ou les éditeurs, on va craquer sur des choses où il n'y aura pas eu forcément un buzz dessus. Il y a les éditeurs aussi qui ont compris qu'il y avait un intérêt à faire une promo dans les cafés ludiques ou dans les associations qui font la promotion du jeu de société. Et donc ils vont envoyer quelques jeux pour une soirée spécifique. Voilà, il y a aussi des fois spontanément des éditeurs ou des auteurs qui vont nous donner leur jeu, parce qu'ils savent aussi que comme ça au moins leur jeu il est présent. Ça fait un moyen de et qui diffusion, peut être joué. ou peut-être pour les petits éditeurs. Par exemple, Même les gros. Même les gros. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir ces jeux sur les étagères d'un lieu dans lequel il y a beaucoup de passages. Enfin, clairement, hein, on offre une boîte, on sait qu'elle va être jouée par un minimum 50 personnes. C'est intéressant. Et d'ailleurs, bon, pas forcément pour toi, parce qu'avoir une idée de combien vous touchez de monde avec votre boîte d'édition, c'est pas forcément évident. C'est très complexe, mais peut-être vous avez des idées sur le nombre de personnes que vous touchez, par exemple, à l'année. Parce que déjà, nous, on a un an, donc c'est Ouais, c'est pas super simple. Mais après, qu'on touche, encore une fois, c'est à plusieurs niveaux, parce que comme je disais, il y a plein de gens, ils viennent, mais ils jouent pas. Mais peut-être qu'ils vont revenir, quelques mois plus tard, ou la prochaine fois qu'ils passent à côté d'une boîte de jeux, enfin d'un magasin ou d'un truc, ou qui verront une émission, une coupure dans un journal, ils diront ah ouais tiens c'est vrai il y a ça qui existe, et ça c'est inquantifiable, enfin sûrement, mais c'est très dur. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'au Ludopole, le Ludopole est dans le centre commercial Confluence, et je crois que l'estimation de visiteurs du centre c'est autour de 10 millions par an, quoi. Ça, je sais Il me pas. semble que c'est phénoménal, quoi. Alors, même si tous n'ont pas eu de Oui. ça fait effectivement une proportion. Voilà. Et parmi ces gens-là, il y en a forcément beaucoup qui passent au moins devant le Ludopole. Donc, Et qui au moins se posent la question, c'est quoi ce voilà, truc, qui même si regardent- après ils continuent à qui regardent dans la c'est vitrine déjà. et qui peuvent rentrer. Ouais, parce qu'on a des gens, ils disent ouais nous ça fait 3 fois qu'on vient, on n'était jamais rentré pour X raisons, parce qu'on n'avait pas le temps, parce que On l'a vu, on n'osait c'était pas. le soir. Non mais on n'osait pas aussi. Et voilà. Et puis après, nous, notre lieu, il est. Autant quand on rentre ici, je pense qu'on se doute assez bien de ce qui va se passer. Voilà, on se dit, voilà, il y a des jeux partout, voilà, on va tables. jouer. Et il n'y a pas de non-joueurs, en fait, il n'y a pas de gens. Pourtant, on s'était dit au début, on va tolérer les gens qui viennent pour ne pas jouer. Au contraire, tant mieux, ça fera la partie un peu bar, quoi. Mais finalement, il n'y en a pas, il n'y en a jamais, ou c'est vraiment anecdotique, quoi. Les gens viennent pour jouer. C'est vrai. Et ouais. Et alors que nous, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à appréhender, parce que donc il y a un bar, il y a une ludothèque, il y a un centre de formation, il y a une boutique. Voilà, c'est. Et puis c'est un endroit où on s'attend pas à voir ça. Hein. Voilà, dans le centre commercial, la la majorité des gens ils disent ah, bah, je m'attendais pas du tout à voir c'est une structure associative dans un centre commercial. Donc c'est voilà, c'est. Et après, du coup, t'as pas répondu sur combien de personnes touchent la triche. La triche, c'est 4000 adhérents depuis plusieurs années à peu près, approximativement. Plus on a une tolérance au niveau de l'adhésion, c'est qu'un adhérent peut inviter quelqu'un une fois dans l'année. Donc ça, c'est à peu près un tiers des adhérents qui invitent quelqu'un. Donc Enfin, voilà, 1300 personnes. entre 5000 et 6000 joueurs différents chaque année. Et là, on compte pas les animations extérieures aussi. Et voilà, en plus, il y a toutes les animations dans les festivals dans lesquels on est invité, les animations qu'on
fait aussi pour la ville, pour tout le monde dehors. Donc là, cette année, on va rééditer encore l'édition de On ne jouera pas à ta place, Colbert, pendant 6 dimanches de suite. Donc là encore, c'était, je crois, une centaine de personnes à chaque dimanche. Et là, c'était vraiment, enfin, très peu de gens qui étaient des joueurs, en tout cas qui venaient pas spécialement de la triche, mais qui venaient parce que c'était public, tout le monde dehors, public de passage, quoi. C'était les gens qui venaient au bar, quoi. Enfin, qui venaient au bar, oui, effectivement. Mais vous faites quoi? C'est une animation en terrasse, l'été, dans un quartier un peu touristique quand même, parce que les pentes de la Croix-Rousse, les gens passent. Un peu vivant, du passage. ouais. Voilà, donc forcément ça attire des gens. Qui ne seraient pas forcément venus dans un local. Donc ça, ouais, c'est vraiment une ouverture vers un public qui est encore moins joueur que ce qu'on peut accueillir ici. Ok. Bah, je vais arriver à la fin de mes questions. J'ai en posé une rituelle. C'est est-ce que votre activité, ça vous a aidé à choper, à avoir quelqu'un dans votre vie, ou est-ce que ça n'a pas du tout influencé C'est une question rituelle, ça. Non, moi je peux répondre, mon activité professionnelle, non, mon activité bénévole, ouais. Tu peux enchaîner avec devenez bénévole. Bénévole, ouais, bien sûr. Moi, pas encore, mais bon. Ça fait qu'un an, hein, tout est possible. Le numéro de téléphone de Nicolas, Ça affiche en bas de votre écran. Non, ni professionnel, ni bénévole, mais par contre, on s'est rencontrés autour d'un jeu. Eh bien, sur ce, j'ai terminé avec mes questions. Donc, s'il y a des questions dans le public. Oui. Alors, Nico, t'es le premier, je crois, la première personne qui vient et qui a eu une formation dans le jeu. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ça fait combien de temps que ça existe? Ça touche combien de personnes par an? Enfin, Alors, des centres de formation sur le jeu en France, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Il y a une formation donc à Lyon, au FM2J, formation des métiers du jeu et du jouet. Il y en a une à Bordeaux, qui est rattachée à l'université, donc c'est plus carré, plus universitaire. Il y avait le Caravansérail à Paris, mais qui n'existe plus, donc qui eux avaient, je ne sais pas trop comment ils fonctionnaient, mais je crois que c'était aussi un peu universitaire, Ouais, il y avait une pas bonne mal partie, théorique. réflexion. Et voilà, j'en oublie une qui est un peu, voilà, qui est pas que du jeu, mais qui est un BPGEPS ou Bistrot, je sais C'est en plus. Bourgogne. ouais, En quoi ça. C'est en Bourgogne, ouais. mais je sais plus où exactement. Voilà, donc une formation, mais qui est pas uniquement sur le jeu, mais plus sur l'animation avec des morceaux de jeu dedans. D'accord. Donc là, la formation que moi j'ai faite, donc formation de ludothécaire. Donc comme je disais tout à l'heure, le métier n'est pas reconnu, mais la formation est reconnue depuis 2006. Allez savoir comment. Parce que aussi les ludothèques ne sont pas reconnues, ne sont rattachées à aucun ministère. Donc vu que les lieux ne sont rattachés à aucun ministère, les métiers ne dépendent d'aucun ministère. Donc au final, c'est que personne dit ouais, c'est moi je le prends, c'est bon. Voilà, la culture dit bah non, jeunesse et sport, là c'est plutôt nous qui n'avons pas forcément envie d'être. Parce que jeunesse et sport, il y a jeunesse, et que ça veut dire que quand tu es grand, tu n'as plus le droit de jouer. Donc c'est un peu gênant. Voilà, donc il y a plein de questionnements. On n'a pas le temps là faudrait refaire un débat là-dessus. Et donc la formation, celle que j'ai faite, donc celle dont je peux parler, c'est sur 9 mois. Donc en fait c'est 9 semaines, une semaine par mois d'avril à février, donc sans les 2 mois d'été. Et là on fait plein de choses. Il y a des moments qui sont très théoriques sur la psychologie du joueur, philosophie du jeu, pourquoi est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on va chercher derrière qu'est-ce qu'un joueur va chercher en jouant. Au niveau du jeu, là, donc c'est tout confondu, c'est-à-dire c'est autant pour les enfants que pour les adultes, que pour le jeu de société, le jeu symbolique, voilà, c'est très large. Et donc il y a des morceaux très théoriques avec pas du tout de morceaux de pratique dedans, donc des fois c'est un peu costaud. Et des morceaux, des parties qui sont vraiment très pratiques, c'est aménager un espace de jeu, donc un petit passage théorique sur un espace de jeu, les enfants, les parents, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que nous on a envie de transmettre aussi dans notre espace.
Et après, c'est voilà, vous avez une demi-heure, faites votre espace de jeu, et puis après on en discute, voilà, avec quelles contraintes on se pose. Donc voilà, c'est vraiment très large, très diversifié. Il y a beaucoup de pratiques, enfin de cas justement pratiques. On fait de la compta aussi, mais c'est pas trop chiant parce que c'est vraiment, c'est pas la compta dans l'absolu avec tes colonnes, machin, faut que ce soit équilibré, etc. C'est appliqué donc au cadre de la ludothèque. Donc les barrageux, c'est un peu particulier. Les barrageux café ludique, c'est un peu particulier. Voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question. J'ai essayé de faire le plus rapide et le plus large possible. Presque, il y a juste deux, Ouais. trois petits détails. Et du coup, ça représente combien de personnes par an qui sont Ah oui, formées combien de personnes Et par an? est-ce que ces gens trouvent un métier, tout le monde trouve un métier comme toi derrière ou pas? Donc là, nous, on était 18. Cette année, ils sont 19. Ça fait 10 ans que ça existe. Enfin, c'est depuis 2002 que la formation existe. Je crois que les premières promos, ils étaient 6, 7. Enfin, ouais, une toute petite dizaine. Et puis, voilà, ça augmente chaque année. Après, l'idée, c'est pas non plus qu'il soit 30. Enfin, plus une vingtaine, c'est bien. Ça permet d'avoir un groupe qui a d'une cohésion. Et après, est-ce qu'ils trouvent du boulot? Je dirais de plus en plus. Et puis, il y en a aussi qui font la formation. Leur idée, c'est pas forcément de bosser ou en ludothèque ou en café-jeu. C'est des gens qui veulent avoir une autre approche du jeu et de l'animation. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent de l'animation pure et dure, les centres de loisirs et les ACM en général. Des gens qui ont des projets professionnels vraiment très précis. Des gens qui, par exemple, jeux et handicap ou jeux et personnes âgées. Voilà. Donc, c'est des choses. Après, ça, de toute façon, il y a de la demande. C'est des choses qui se développent énormément. Donc, il y a beaucoup de demandes. Après, en ludothèque, en barrageux, je dirais que les barrageux se développent aussi beaucoup. Donc, je n'ai pas les chiffres de combien il y en avait il y a 10 ans et combien il y en a maintenant. Il y en avait un il y a 10 ans. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, il y en a. Pas encore exactement il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est plus autour entre 15 et 20, je dirais, en France. Ouais, et voilà, et il y en a beaucoup qui se créent. Je pense que c'est les 2-3-4 dernières années que ça a vraiment augmenté parce qu'il y a une demande. En fait, on se rend compte que le jeu, d'une manière générale, c'est un secteur qui est pas trop touché par qui est pas tant touché par la crise que ça. Enfin, toi, tu as une autre vision. Ouais, il n'y avait pas trop d'argent dans le jeu avant. Donc, oui, il y en a toujours pas énormément. Mais voilà, c'est pas un milieu qui a souffert. Donc ça fait aussi 20 ans qu'on dit les jeux vidéo, ça va tuer le jeu de société. Non. C'est un milieu qui est en pleine expansion, donc forcément la crise peut ralentir un petit peu l'expansion, mais ça contribue pas non plus à la stopper net, c'est sûr. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans la formation de ludothécaire, parce que je connais un peu FM2J pour avoir travaillé au Ludopôle, c'est tu disais... Et pour être intervenu aussi. C'est qu'il y a des gens qui ont des projets de mémoire. Sur une promo de 20 personnes, il y a à peu près la moitié des gens qui viennent avec un projet professionnel déjà pensé, qui sont dans une structure qui veut développer le jeu par exemple, et donc qui leur finance la formation de ludothécaire pour développer ça. Des gens qui veulent monter leur propre boutique de jeu ou leur propre structure. Donc il y a vraiment toute une partie de gens qui sont là pour créer leur propre métier ou pour développer un métier existant. Donc en termes de débouchés, c'est aussi on ne peut pas se dire sur 20 personnes il y en a 15 qui ont trouvé du travail, puisque sur 20 personnes il y en a peut-être 10 qui avaient déjà soit qui avaient l'intention de créer leur travail, soit qui étaient déjà embauchés dans cette idée là. Et puis ce qui est aussi intéressant, tu parlais de gens qui ont des projets très précis comme jeu et handicap. C'est que là Nicolas il parle de la formation longue, mais il y a aussi des formations courtes qui sont là justement pour spécialiser beaucoup plus professionnel. Je sais que vous avez fait une rencontre sur les gens qui utilisent le jeu dans leur métier, et ça il y a des formations aussi pour les gens qui ne sont pas des professionnels du jeu et qui ne veulent pas devenir des professionnels du jeu puissent se former sur une double compétence ou sur en tout cas l'appropriation de l'outil jeu dans leur propre métier.
Ok. Et des choses aussi variées que milieu hospitalier, la petite enfance ou la culture, où il y a même eu des gens de l'ONF qui sont venus se former. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais National des forêts. ouais. Quelle autre question? Et juste pour juste un petit truc pour préciser, au Ludopole, on est 5 à avoir fait la formation. Voilà. Donc Sur combien? on doit être 25-30, ouais, une trentaine. D'accord. Gérald? Moi, ça serait plus pour Mathieu par rapport aux auteurs et à leur contrat que vous signez avec eux. Un auteur, comment il gagne sa vie avec son jeu Pas. Complètement dehors. Je vais pas rentrer dans les détails parce que les contrats sont tout le temps différents, mais en gros, l'auteur il gagne une petite partie par jeu, c'est des royautés, hein, comme pour un auteur de livre. C'est un peu le même système finalement que pour l'édition de livre aussi. Là, Oui, c'est ça. Donc, Avec encore moins d'argent. suivant le type de jeu, le prix du jeu, voilà, il va se faire entre, je sais pas, entre 50 centimes et 1 euro par jeu vendu, peut-être. Un jeu à 30 euros, ouais. Voilà, c'est je dis ça comparable au pif, aux ça peut autres être, maisons d'édition. voilà, A priori, c'est à peu près ça, ouais. je dis ça un Pour peu un au CD, pif, c'est ça peut pareil, être moins, voilà. ça peut être un peu plus, voilà. Ça dépend aussi des volumes, c'est-à-dire que ça peut être progressif. Un jeu qui va très bien marcher, bah, l'auteur va gagner plus d'argent dessus parce que c'est un jeu qui aussi aura été plus rentable pour la maison d'édition. Voilà, il y a un découpage. Après, tout le reste va pas à la maison d'édition. Il y a la distribution, il y a l'illustrateur, il y a le transporteur, il y a les Le boutiques. revendeur. Voilà, le revendeur qui en vit aussi. Ouais. Mais je pense que, enfin, tu as peut-être plus de chiffres entre guillemets, des auteurs de jeux qui vivent du métier d'auteur de jeux en France, c'est sur une main, deux mains. Une. Une. Ah, il n'y a pas de doute, Demi. ouais, c'est une. Ouais. Non, c'est sur une main Presque maximum. même mais, les nommer. je pense que la plupart des auteurs, déjà il n'y a pas tant que ça d'auteurs qui réussissent à être vraiment prolifiques et à se dire, à avoir des idées et à se renouveler et à proposer vraiment beaucoup de jeux. Ou avoir eu la chance d'avoir un jeu qui cartonne. Parce que ouais, tu n'as c'est pas ça. besoin Ouais, enfin c'est. d'en ouais, concevoir peut-être, 25. peut-être. J'ai pas d'exemple d'auteurs qui auraient sorti un jeu et qui auraient cartonné. Il y en a peut-être, oui, sans doute. Et après, voilà, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, soit ont un métier qui n'a rien à voir avec le jeu, soit qui, quand ils veulent vraiment essayer de vivre du jeu, essayent de développer une activité liée au jeu en plus de leur activité d'auteur. Parce que l'activité d'auteur, au final, c'est aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de temps de création avant que le jeu puisse se rapporter. On a parlé des phases de préparation avec les prototypes qui prend du temps Ouais, aussi. c'est ça. Quoi. Ça. Donc effectivement, un auteur qui arrive à sortir plusieurs jeux qui vont bien marcher, il peut vivre de ses jeux, mais C'est vraiment le cas particulier. c'est vraiment marginal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justement, tu parlais de la production de jeux. En même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas, c'est ce que je ressens aujourd'hui, tu dis que c'est un secteur en expansion, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de jeux pour que les gens puissent le suivre, ou il n'y a pas, qu'il n'y ait pas des moyens? Alors, pour que les gens puissent le suivre, je ne sais pas, c'est aux joueurs de voir. Moi, ce que je sais, c'est que le jour où il y aura trop de jeux et le marché sera vraiment saturé, les éditeurs pourront plus suivre. Aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'il y a une accélération de la demande aussi. Les joueurs sont de plus en plus en attente de jeux, et comme on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de joueurs aux profils différents, il y a aussi des attentes de plus en plus différentes, donc de la place pour des jeux aussi très différents. Voilà, ça fait plusieurs années effectivement qu'on dit il y a beaucoup de jeux. Je pense que c'est à la fois en termes d'attente et à la fois aussi en termes, pour des éditeurs, on peut miser tout sur un jeu et sortir un jeu par an. Après, si le jeu marche pas, c'est un peu compliqué d'en sortir un l'année suivante. Donc je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre le sortir trop de jeux et en sortir pas assez.
Après, il y a des raisons aussi plus basiques que ça, qu'on on nous propose un jeu, on a un coup de cœur, on a envie de le faire, donc on va pas se demander est-ce qu'on a déjà sorti trop de jeux ou pas assez. Le jeu nous plaît, on pense qu'il y a un public pour ça, on va y aller, quoi. Ok. S'il y a une dernière question, sinon on met pas. Je trouve aussi que ça s'est beaucoup internationalisé, le jeu. C'est-à-dire que, comme tu sais, Yellow, à la base, ils sont distributeurs, donc ils vont récupérer des jeux allemands, des jeux tchèques, des jeux américains, des jeux de partout. Et donc, ça contribue aussi à la masse de jeux qui sont disponibles sur le marché, parce qu'il y a des traductions. Avant, il fallait que tu tapes un jeu en allemand, peut-être pas, si tu parles pas allemand, c'est un peu compliqué. Oui, et là encore, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que les joueurs ont de plus en plus de jeux parce qu'ils ont des jeux qui viennent du monde entier, et d'un autre côté, pour les éditeurs, c'est des marchés encore plus grands parce que nos jeux, s'ils sont bons, on sait qu'on a des partenaires qui vont pouvoir les traduire dans 20 langues et les distribuer dans le monde entier. Donc, Ok. Nathalie, on va se prendre. Oui, je veux dire, je profite de l'occasion là, pour parler des autres cafés ludiques qui peuvent exister en France, alors sous forme associative ou sous forme d'entreprise, et qu'on essaye de rassembler depuis plusieurs années, mais là on essaye d'accélérer un petit peu le mouvement et de structurer un petit peu tout ça en réseau. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent se faire connaître, on s'est vu une fois au Festival de Cannes, on a essayé de se rencontrer parce que vu que chacun est dans des villes très éloignées, c'est pas évident de se voir régulièrement. Donc on s'est dit dans les festivals, c'est pas mal de se rencontrer. Et le prochain, donc ça sera au Flip à Parthenay du 8 au 10 juillet, ou sinon par mail d'ici là. Ok. Histoire d'échanger des pratiques et éventuellement de faire émerger un projet au sein du réseau. puis d'accompagner aussi les Et d'accompagner des structures nouveaux projets. des Ouais. nouvelles Comme ça s'est déjà initiatives. fait d'une façon informelle par le passé. Ouais. Puis aussi pour le plaisir de rencontrer des gens qui font le même métier que nous. Bien sûr. Ok, merci à tous, et puis on va mettre fin à l'entretien pour ce soir. Merci. Merci.